par rapport à la Turquie, la situation actuelle en Turquie, on vient dessus, c'est celle d'une évolution, c'est une évolution en cours, celle-ci est celle d'une évolution autoritariste, potentiellement fasciste, et là pour le coup j'emploie ce mot pas à la légère. C'est un mot qui a été utilisé à la légère, je trouve, pendant des décennies en Turquie, mais aujourd'hui ce potentiel existe, et je vais revenir dessus. Donc cette évolution se fait sous l'égide d'un parti État désormais plus ou moins, qui connaît cette évolution, donc autoritariste potentiellement fasciste, alors qu'il se trouve déjà au pouvoir, ce qui est une situation assez originale. L'AKP, quand il arrive, donc c'est le parti en question, l'AKP, le parti au pouvoir en Turquie depuis 2002, quand il arrive au pouvoir, n'est pas l'AKP d'aujourd'hui. Il faut bien comprendre que, ça va faire un peu écho à la conclusion de Michel précédemment, l'AKP, quand il arrive au pouvoir en 2002, est vécu comme une avancée démocratique par de larges masses en fait. Et y compris ses premières mesures, 2002-2004, on va dire, ça va être la période libérale au sens politique du terme de l'AKP. Mais cet épisode est complètement fini. Aujourd'hui, les caractéristiques du courant politique au pouvoir en Turquie, et je vais donner ces caractéristiques à mon sens dans l'ordre d'importance décroissant, plus important ou moins important pour la compréhension. Donc, celui d'être un courant ultra-capitaliste, c'est un courant ultra-libéral, férocement capitaliste, bourgeois capitaliste. C'est vraiment absolument déterminant, et en fait, il y a une tendance à complètement évacuer cette dimension dans l'analyse grand public qui est faite de l'évolution en Turquie. Deuxièmement, nationaliste turc, et ça c'est l'évolution principale de l'AKP qui est devenue au fur et à mesure de plus en plus nationaliste et aujourd'hui ultra-nationaliste turc. Et c'est un nationalisme qui en fait, et c'est assez contre-intuitif par rapport au discours dominant, qui est en fait dans la continuité de l'histoire de la République turque, depuis ses débuts. Dans la continuité, parce que la République turque s'est constituée, on en parlait ce matin dans un autre atelier, s'est constituée sur une relation coloniale envers le Kurdistan, enfin envers la population kurde, et sur l'héritage du génocide arménien. Donc, et de ce point de vue-là, et c'est une des forces de l'AKP, il se situe avec un autre lexique, mais dans cette continuité nationaliste turque très forte, autoritariste. De toute façon, ça va généralement avec le dernier élément que je viens de donner, de plus en plus autoritariste. Et enfin, conservateur religieux / sectaire. Sectaire au sens premier du terme, au sens religieux du terme. Sectaire sunnite. Ce qui n'était pas le cas au début non plus pour l'AKP. C'est le quatrième élément, c'est l'élément le plus visible, le plus important dans la place que cela prend dans le discours, mais cette place est en fait, on va dire, l'enrobage de tout le reste que j'ai donné. Donc aujourd'hui, ce dont on a beaucoup parlé, ce qui est vraiment dans l'actualité évidemment, c'est la tentative de coup d'État du 15 juillet. Je vais en dire quelques mots. Premièrement, cette tentative de coup d'État, c'est pour évacuer, parce que des discours ont pas mal circulé là-dessus, il faut complètement évacuer la thèse de l'auto-coup d'État par Erdogan, qui aurait fait un pseudo-coup d'État pour se justifier pour les mesures qu'il a prises ensuite. Ça, et c'est compréhensible, parce que c'est compréhensible que cette hypothèse ait émergé, parce que le coup d'État a été un tel échec immédiat, enfin, c'est un coup d'État qui s'est révélé pitoyable sur le coup, que des gens se sont dit, mais comment c'est possible que c'est quoi ces bêtises? C'est un coup d'État qui n'est pas un auto-coup d'État, parce que Erdogan n'avait pas besoin de telle chose, c'est-à-dire que, je vais expliquer ça un peu plus loin, mais il n'avait pas besoin de ce levier-là. Et deuxièmement,
Alors, on saura sûrement plus clairement ce qui s'est passé, on l'espère, dans les années à venir, mais il y a déjà des pistes existantes avec certains éléments qui pouvont les étayer. Une hypothèse forte est que c'est un coup d'État initié par, tout le monde en a entendu parler, puisqu'ils ont été accusés à juste titre, enfin, oui, à juste titre pour le coup, par le pouvoir, par la confrérie Gulen, qui est une confrérie religieuse, je rentrerai en nom, avec qui c'était en alliance avec d'autres secteurs de l'armée qui étaient mécontents d'Erdogan. Et ce qui semble assez probable, c'est que le gouvernement, le régime d'Erdogan a négocié avec certains secteurs qui s'étaient engagés dans le coup d'État et qui ont retiré leur bille au moment de la mise en œuvre. Ce qui fait que ceux qui sont lancés dans le coup d'État sont retrouvés dans le vide. Un peu comme des imbéciles. Enfin, comme des imbéciles. Voilà, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Parce que le coup d'État, à minuit même, le 15 juillet à minuit, on savait que le coup d'État était un échec total. Il y a eu 1 millier de soldats dont la plupart ne savaient même pas ce dont il s'agissait, qui étaient impliqués, et 2 F-16. Ça suffit pas. Bref. On pourra revenir éventuellement sur les détails si ça vous intéresse. Mais l'auto-coup d'État, en réalité, évidemment, par ailleurs, il fallait que ce coup d'État échoue. Ce coup d'État n'était porteur en rien, dans quelconque potentiel démocratique, au contraire. Donc, la position juste à avoir, c'était échec au coup d'État et ne rien céder à Erdogan. Mais le 16 juillet, de toute façon, le coup d'État, c'est l'histoire ancienne. Et se met en œuvre une logique qui existait déjà et qui, en fait, le coup d'État a permis l'accélération, l'intensification de logiques déjà en vigueur en Turquie. La purge dans la fonction publique, alors là aussi, hein, ça a alimenté le discours sur l'autocoup. C'est-à-dire qu'il y a eu des purges de dizaines de milliers de fonctionnaires de la fonction publique turque en quelques jours, en disant oui, mais c'est que les listes étaient prêtes. Évidemment, ces listes étaient prêtes. Parce qu'en fait, ces purges dans l'armée de la fonction publique étaient de toute façon prévues. Mais juste ça a permis une accélération, ce qui devait avoir lieu quelques mois, sur plusieurs mois, etc. Eh bien, il y avait la possibilité de le faire dans un laps de temps très court. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que le coup d'État, avant tout, ce coup d'État qui a échoué, avant tout est une accélération de logique en cours dans la séquence récente. Cette séquence se décompose en 3 temps. Premièrement, une séquence 2013-2015. C'est, on va dire, un cycle vertueux, entre guillemets, un cycle positif qui a eu lieu et qui est fermé depuis. C'est quoi ce cycle vertueux? Il y a 2 éléments très importants. C'est, premièrement, l'existence d'un processus de paix, d'un processus de négociation entre le PKK et l'État turc. Ça, on l'oublie aujourd'hui parce que ça a été enterré, mais il faut voir qu'en 2013, ça existe, et ça continue jusqu'en 2015. En 2015, on en arrive même, début 2015, à une conférence de presse entre un ministre et un député du HDP, donc le Parti démocratique des peuples, qui a rencontré la guérilla, etc. Bon, il faut une conférence de presse pour marquer qu'on est arrivé à la phase finale. Donc il y a ça. Et d'autre part, il y a, en 2013, le mouvement dit de Gezi. Donc, dit de Gezi, parce qu'en fait, vous savez, autour du parc Gezi, mais en fait, qui déborde tout à fait la thématique du parc Gezi, qui est un mouvement de masse, qui, malgré des contradictions internes réelles et indéniables, est avant tout un mouvement démocratique. En fait, ceux qui étaient mobilisés là-dedans c'est une partie de la jeunesse essentiellement, qui est déjà opposée, hostile à l'AKP, mais sur des questions de mode de vie, sur des questions qui peuvent être aussi nationalistes, etc. Ce qui a amené Gezi, ça a été la démocratisation de cette opposition. C'est très important. Le fait de s'affronter à l'État en masse, d'occuper la place Taksim, qui est la principale place d'Istanbul, et de l'occuper vraiment pendant 2 semaines. Le fait que, par ailleurs, ça a essaimé dans d'autres quartiers, la mise en place de forums démocratiques, etc. Et aussi, ça a permis, dans certains secteurs de la jeunesse mobilisée,
un lien avec les Kurdes. Mais comment ce lien? Non seulement parce qu'en vérité les Kurdes étaient présents, mais de manière moins visible à Taksim, mais aussi en raison de la répression de l'État et de la répression même en réalité médiatique. Quelque chose qui a existé et qui est vraiment important, c'est parmi cette jeunesse non kurde qui était mobilisée, c'était voyons, mais regardez tous les mensonges que disent les médias pro-régime, ce qui est l'essentiel des médias privés, hein, sans compter les médias d'État, sur nous. Soit ils ne parlent pas de nous, alors qu'on est là, on est 1 million à occuper la place, hein. Soit ils ne parlent pas de nous, enfin 1 million, j'exagère. Soit ils ne parlent pas de nous, soit ils mentent sur nous. Et avec ces traitements, mais ce sont les mêmes gens qui nous racontent ce qui se passe au Kurdistan. S'ils ont menti sur nous, ils nous mentent aussi sur le Kurde. Je ne dis pas que ça a toute cette jeunesse mobilisée était là-dedans, mais une partie significative. Donc c'est un cercle vertueux, et le dernier élément de ce cercle vertueux, ça a été les effritements dans le bloc au pouvoir. Dans le bloc au pouvoir, donc il y avait l'AKP, au sein de l'AKP, donc il y avait ce qui vient de l'islam politique turc, de l'aile rénovatrice de l'islam politique turc, autour d'Erdogan, avec certains alliés, etc. Et, ça on voit au coup d'État, et la confrérie Gulen. La confrérie Gulen est quelque chose qui vient, le milieu, c'est quoi la confrérie Gulen? En gros, c'est la même chose, ils viennent des mêmes milieux que l'islam politique turc. Ça s'est développé dans la petite bourgeoisie anatolienne, pieuse, etc. Mais Gulen a la particularité de ne s'être jamais investi sur le terrain spécifiquement politique, mais a constitué des réseaux dans l'État et dans les milieux d'affaires. Et en l'occurrence, quand l'AKP vient au pouvoir et qu'au fur et à mesure il purge l'État des éléments, entre guillemets, kémalistes, militaires, etc., qui ne sont pas des démocrates courants sous, qui veut avoir un État dans lequel un appareil d'État dans lequel il peut avoir confiance, il s'adresse à Gulen, qui est devenu un compagnon de route. Et en fait, cette purge de l'État contre ces milieux-là va être menée par des magistrats et des officiers de police gulenistes. Bref. Et sauf que ce qui se passe, ce sont deux groupes capitalistes. Et ils ne parviennent pas, en bref, à se partager des richesses, des rentes économiques de par leur situation au pouvoir. Et ils vont rompre. Bon. Et cette rupture, en fait, de Gulen avec l'AKP ne va entraîner aucun mouvement populaire. Par contre, va mettre en lumière tout ce qui est phénomène de corruption. Et cela aboutit, en juin 2015, c'est le sommet et en fait la fin de ce cycle vertueux, c'est les élections de juin 2015, où le HDP, le Parti démocratique des peuples, dont la colonne vertébrale est le mouvement de libération kurde, et avec lequel il existe des milieux kurdes conservateurs, mais bon, qui restent quand même kurdes, donc qui veulent que cette situation n'est pas tolérable, des milieux démocrates, laïcs, des islamistes, version démocrate, qui ont soit qui étaient alloqués, soit qui ont rompu avec l'islam politique, soit qui restent dans l'islam politique, mais sur une base, mais qui ont des revendications démocratiques. Hein, le HDP, par ailleurs, il faut savoir, a des députés voilés. Et certains autres milieux issus du kémalisme, mais ça c'est très minoritaire. Bref. Et le HDP fait 13%, ce qui est un choc total en Turquie, un choc même y compris pour ceux qui soutenaient le HDP. Et évidemment, dans l'HDP, et non, je n'ai pas dit, c'était très important, il y a des courants de gauche marxiste qui ont des positions importantes. Et l'essentiel de la gauche marxiste soutient même de l'extérieur le HDP pour ces élections. Et de toute façon, ce qu'ils ne soutiennent pas sont des chauvins ou des sectaires irrémédiables. Bon, ces 13%, c'est un choc absolu, vraiment, il faut réaliser ça, empêche Erdogan d'avoir la majorité à l'Assemblée, et en fait, est le produit de ce cercle vertueux, et a bénéficié aussi de la démocratisation de l'opposition et de l'entrée en scène par la mobilisation de masse d'une partie de la jeunesse turque. En tout cas, une partie dans les villes, dans les grandes villes où il y a eu des mobilisations. Ça, c'est le sommet. En même temps, de manière concomitante, se développe une autre séquence, on va dire, dans une temporalité similaire, mais ça, je vais en dire pas grand-chose parce que Ziad aura l'occasion d'en parler, c'est ce qui se passe en Syrie, et qui a évidemment des implications en Turquie, notamment parce que le PKK, donc, qui est à distinguer du HDP, c'est pas tout à fait la même chose, mais le PKK, qui est donc l'organisation politico-militaire
dominante dans l'histoire du nationalisme kurde en Turquie, son parti frère proclame l'autonomie de 3 cantons kurdes en Syrie. Donc le Rojava dont vous avez entendu parler. Ce qui impacte aussi, ce qui met en difficulté, impacte le régime en place, le régime turc en place. Troisième élément, enfin troisième étape de cette séquence, c'est après juin 2015. Et en fait, ce qui se passe à partir de juin 2015, c'est une répression multicanale de toute opposition démocratique ou de gauche. C'est la déstabilisation. Le régime déstabilise le pays pour pouvoir se maintenir. Ça prend plusieurs formes. La première forme est la forme classique, c'est-à-dire la répression par l'armée du Kurdistan. Des villes entières des communes sont sous blocus, et quand je dis blocus, c'est pas un siège, sont assiégées, bombardées par l'aviation, l'artillerie, sont détruites en fait. Des Kurdes sont pourchassés, assassinés, c'est la répression militaire classique. Deuxièmement, à cela s'ajoutent des groupes d'irréguliers liés à l'État, des milices. Troisièmement, un élément nouveau, et c'est pour ça que je parlais d'évolution potentiellement fasciste, il faut savoir une chose, c'est que depuis les années 90, où il y a eu les années de plomb, l'affrontement avec le PKK, c'était une période très dure, il y a eu un très fort exode des Kurdes hors Kurdistan. Aujourd'hui, en Turquie, la majorité des Kurdes ne vivent plus au Kurdistan, mais vivent dans les grandes villes de l'Ouest, enfin hors Kurdistan, Istanbul, Ankara, Izmir, etc., etc. Ça, c'est un élément très important, matériellement très important. Pour mettre à genoux le mouvement de libération kurde, il ne suffit, entre guillemets, plus de ultra-militariser le Kurdistan. Il faut, parce qu'il y a aussi les Kurdes dans l'ouest du pays, il faut les réprimer, les mettre à genoux également. Pour faire ça, l'armée ne suffit pas. Il faut des bandes fascistes. Et la première manifestation de ça, c'est en septembre 2015, c'est très important. Il y a pendant 2 jours des campagnes de pogrom, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, c'est des pogroms, contre des Kurdes dans plusieurs villes de Turquie. C'est des Kurdes qui sont lynchés. Mais parce qu'ils sont Kurdes, c'est pas de l'ordre de manifestation. C'est un jeune qui parle kurde au téléphone et qui est tué. Des ouvriers agricoles kurdes saisonniers qui sont lynchés, etc., etc. C'est fait par des groupes fascistes, liés sous couverture de l'État et du régime. De toute façon, c'est coordonné. Si bien qu'au milieu d'Istanbul, c'est symbolique, il y a un défilé au centre d'Istanbul avec des gens qui crient « Nous ne voulons pas d'opération de police, nous voulons un massacre ». C'est ça on parle de ça. Et dernier élément de la répression, de cette répression multicanale, quand tout cela ne suffit pas, il y a les groupes pro-Daesh. On a beaucoup parlé, mais à juste titre, de la complaisance coupable du régime turc envers Daesh. Ça, c'est vrai. C'est une complaisance coupable qui est due à la politique anti-kurde. Erdogan ayant dit « Nous ne laisserons jamais se constituer une entité kurde à notre frontière sud, enfin en Syrie, c'est-à-dire, ce qui est la Syrie aujourd'hui. Et nous sommes prêts à tout contre cela. » Et la formule était très significative. Il y a non seulement cela pour la politique, on va dire, étrangère, mais le régime turc ne préfère pas Daesh, c'était, on va dire, par opportunité. Mais les groupes pro-Daesh ont été utilisés en Turquie comme matraque, au bout du compte, en dernier ressort, contre les groupes de gauche, démocrates ou les mouvements kurdes. C'est l'attentat de Suruç, ce qui est un attentat suicide qui tue 30 révolutionnaires se rendant à Kobané. Suite auquel, je vais finir là-dessus, après l'attentat de Suruç, il faut savoir une chose, j'ai déjà dit, je le répète, le lendemain, François Hollande appelle Recep Erdogan, ils ont une discussion, et Hollande félicite Erdogan pour son engagement contre le terrorisme. Et ça, ce serait drôle s'il n'y avait pas des morts, en fait.
et ça, par ailleurs, à un moment donné, ça a signifié un espèce de... Je viens voir la responsabilité des gouvernements européens là-dessus. Ça signifie un espèce de chèque en blanc à Erdogan, qui laisse faire les groupes pro-Daesh, donc c'est pas lui qui tue, qui laisse faire, qui condamne formellement. Bon. Après l'attentat de... Mais ça n'a aucun résultat. Après l'attentat de Suruç, il y a 190 arrestations. Sur ces 190, 180 sont des militants de gauche ou des Kurdes. 10 sont liés à des groupes pro-Daesh et ils vont être relâchés. C'est ça. Et cette carte blanche, ou alors une manière de tourner ça un peu, d'assombrir un peu la compréhension en Occident, ça a été dire oui, mais on ne sait pas, c'est peut-être des terroristes, on ne sait pas, on sait très bien. Cela se traduit également par l'horrible attentat d'Ankara contre le meeting. C'est l'attentat politique le plus meurtrier de l'histoire de Turquie. C'était le meeting pour la paix, la démocratie et le travail, qui est un meeting unitaire, en fait, qui est un meeting unitaire de défiance contre Erdogan avant les élections de novembre. Et là, à nouveau, un attentat suicide et une centaine de camarades qui meurent. Et là aussi, l'État a laissé faire. En plus, on a les documents, c'est-à-dire parmi une des personnes qui s'est exposée, c'était une femme. On a même les documents d'un hôpital psychiatrique demandant est-ce qu'on la relâche, et la préfecture lui disant oui, vous la relâchez. Enfin, on a tous ces éléments-là. Bref, c'était le quatrième élément, c'est les groupes pro-Daesh comme matraque. Cette matraque va se retourner, et encore dernièrement, c'est l'attentat de Gaziantep, à la frontière syrienne, où on a un attentat suicide de ce type qui vise un mariage de militants kurdes, donc une cinquantaine de morts. Cela étant, cette matraque va se retourner, enfin ça a déjà commencé d'ailleurs, mais encore dans les années à venir, contre l'État turc. Donc aujourd'hui, en 2016, pour conclure, là on est dans la situation actuelle, c'est une accélération de ce qui avait cours. On a beaucoup parlé de la tentative de coup d'État militaire, mais l'évolution des régimes en Turquie, il faut le prendre aussi par rapport à un coup d'État civil qui est en cours. Le coup d'État civil, c'est en mai, il a eu lieu en mai, modification de la Constitution, je vous passe les détails, mais qui, de facto, ouvrait la porte à l'exclusion des députés du HDP du Parlement. Cette modification, il faut le savoir, a été soutenue par l'opposition ultranationaliste et par le CHP, qui est le parti soi-disant de gauche, nationaliste, membre de l'Internationale socialiste, et ça, comme Ben Ali, donc on sait que ça veut rien dire. Et ça a été approuvé par ça, cette réforme constitutionnelle. Donc, et cette mutation-là, maintenant, trouve une base politique. Après le coup d'État a eu lieu, c'est le dernier élément en date, le meeting de Yenikapı. Bon, c'était un meeting où on a eu Erdogan, les chefs de l'opposition nationaliste, le chef d'état-major, le président de la direction des affaires religieuses, des politiciens impliqués dans la politique kurde, etc. Et ça signifie quoi? C'était le meeting de l'unité. Mais de l'unité, donc, sans les Kurdes. En fait, ça signifie ce qui n'est pas tout ce qui est, en gros, kurde, gauche radicale, démocrate, conséquent, etc., est hors sujet. Et hors n'est pas légitime dans la société. Et cette logique-là, absolument désastreuse, se traduit par un état de guerre. Aujourd'hui, la population, les différentes parties de la population ne pleurent pas les mêmes morts. Et on est dans une situation de guerre civile qui va avec la mutation du régime. Et je pense que c'est avec ce background qu'on peut apprécier une transition. Là, un des derniers épisodes de la situation en Syrie, qui est l'entrée de l'armée turque et de ses alliés à Jarablus en Syrie. Merci à vous.